Chapitre 7. Septembre 2020. La lettre de Nature annonçant l'acceptation de la version révisée arriva le 1er septembre. Elle était accompagnée de quelques précisions sur la stratégie éditoriale qui avait été décidée par l'éditeur britannique. Les 3 articles de Chime, Stair2 et Fast seraient publiés dans cet ordre, qui correspondait à l'ordre chronologique de réception des articles. Paul eut un sourire de satisfaction. Ils étaient quand même les premiers. Un article synthétique et critique dans la rubrique News and Views avait été demandé à 2 spécialistes qui n'avaient aucun lien avec les 3 collaborations. Il s'agissait de Amanda Weltman et de son doctorant Anthony Walters de l'université de Cape Town, que Paul connaissait via leurs travaux sur les FRB. Ils exploitaient un réseau d'antennes nommé IRAX, qui était un prototype de ce que serait dans quelques années le grand réseau Square Kilometre Array en Afrique du Sud. L'éditeur de Nature précisait également que le dossier serait accompagné d'un article consacré aux différents modèles physiques qui avaient été envisagés jusqu'à aujourd'hui pour expliquer le phénomène FRB et les implications que la détection de FRB 200428 allait avoir indéniablement. Cet article de revue avait été confié, là encore, à quelqu'un d'indépendant vis-à-vis des 3 collaborations. Un astrophysicien théoricien de l'université du Nevada, nommé Bing Zhang. La lettre d'acceptation de Nature se terminait par une phrase qui était moins sympathique. Compte tenu de l'importance scientifique des travaux rapportés dans ces articles, pour lesquels nous vous remercions de votre confiance pour leur publication, nous imposons une période d'embargo jusqu'à leur publication effective dans le numéro 587 du 4 novembre 2020. L'embargo est imposé jusqu'au 3 novembre à 15h UT. Paul appela Alex. « Je viens de recevoir l'acceptation de Nature. » « Super! C'est tout bon alors? Pas d'autres modifications? » « Il y aura peut-être quelques retouches sur des figures, mais sinon, c'est ok. Par contre, j'ai une moins bonne nouvelle. Ils nous mettent un embargo. » « Merde! Jusqu'à quand? » ?»« Jusqu'à la veille de la sortie. Ça sera dans le numéro du 4 novembre. Et l'embargo court jusqu'au 3 novembre à 15h UT. Donc, on ne peut rien dire à personne d'ici là. On ne pourra pas en parler à Jocelyn Bell. Ah, c'est trop bête. Ça aurait été tellement classe de pouvoir lui annoncer ça en avant-première. On ne peut vraiment rien dire du tout, même en suggérant les choses à demi-mot ou entre les lignes, je sais pas. Je ne vois pas comment on pourrait faire ça. Un embargo, c'est un embargo. On n'a pas le droit de divulguer le contenu de notre article, ni des articles de Stair2 et Fast, bien évidemment. Et c'est pareil pour eux. En gros, on peut parler de FRB, de magnétar, mais pas de ce FRB et pas de ce magnétar. Bon, tant pis, on va pas jouer avec le feu. Mais est-ce qu'on pourra quand même dire qu'on a une grosse publi en attente qui sortira dans Nature le 4 novembre? Ouais, bien sûr, ça on peut le dire. D'ailleurs, c'est certainement à ça que ça sert, les embargos des journaux scientifiques. C'est pour qu'on parle d'eux un peu en avance, pour faire du buzz, quoi. À l'époque de la découverte des pulsars, au moins, ils ne se posaient pas ce genre de questions. Et les papiers étaient rapidement publiés. Tu sais que la découverte du premier pulsar, qu'ils n'appelaient pas encore comme ça, le fameux papier où Bell est en second auteur, celui de février 68, c'était dans Nature aussi. Ah ouais, je sais ça. C'est dans le numéro 217 en date du 24 février 1968. Mais tu ne m'avais pas dit que toi aussi t'étais fan de Jocelyn Bell? Pourquoi crois-tu que je fais de la radioastronomie, Alex? Est-ce qu'il existe un seul radioastronome sur cette Terre qui n'a pas été touché par l'histoire de cette femme? Bref, donc il est publié le 24 février, sans embargo ni tout ça évidemment. Et tu sais quand est-ce qu'il avait été reçu par Nature, ce papier? Ah non, ça je ne sais pas, répondit Alex, qui était heureux d'apprendre un élément nouveau sur la petite histoire des pulsars. Le 9 février.
Tu peux vérifier, hein, c'est précisé à la fin de l'article. Ils l'ont envoyé le 9 février et ça a été publié le 24 février, seulement 15 jours plus tard. T'imagines? Ça a quand même dû être relu par un ou deux spécialistes pour être validé, mais on peut imaginer qu'ils n'ont pas proposé de révision. Ils ont dû l'accepter tel quel et il a été publié dans la foulée, dans le numéro suivant. Ouais, alors que nous, on l'a envoyé le 19 mai, il est accepté aujourd'hui, hein, on est le 1er septembre, et il sera publié seulement le 4 novembre. C'est dingue en fait. Ouais, mais à l'époque, Nature n'avait pas encore l'ampleur qu'il a aujourd'hui. C'était certainement très facile de publier dans Nature. Rien à voir avec aujourd'hui. Je suis très honoré d'être ici parmi vous aujourd'hui. Vous qui travaillez si ardemment pour découvrir des nouveaux objets grâce à leur émission d'ondes radio. C'est un plaisir de voir autant de jeunes gens qui s'intéressent à l'univers, et surtout autant de jeunes femmes. Vous le savez sûrement, grâce au Breakthrough Prize qui m'a été décerné il y a 2 ans, j'ai créé une fondation qui a pour objectif de financer des thèses de doctorat, particulièrement pour les femmes et les représentants de minorités. Pour moi, c'est très important. J'ai eu personnellement cette chance incroyable, il y a 55 ans, de pouvoir bénéficier d'une bourse de mon gouvernement pour effectuer mon travail de thèse. Et à cette époque, les femmes étaient complètement invisibles dans le domaine de la physique, et de l'astronomie encore plus. L'amphithéâtre du département de physique était plein comme un œuf. Environ 300 personnes étaient là et plusieurs étaient assises par terre entre les fauteuils en haut des gradins. Jocelyn Bell Burnell avait pris place sur l'estrade derrière les 2 micros qui se faisaient face. Tous les doctorants, sans exception, occupaient les premiers rangs sans qu'on ait eu besoin de leur donner une consigne particulière. Jocelyn Bell Burnell parlait avec aisance, sans notes sous les yeux, sous le ton de la confidence. Le message que j'aimerais vous transmettre, c'est de ne jamais abandonner vos rêves d'enfant, quoi qu'il puisse arriver. Ne perdez jamais confiance en vous, car il n'y a aucune raison à cela. Quand j'étais étudiante en thèse au laboratoire Cavendish à Cambridge, je ne me sentais jamais à la hauteur. Je cherchais toujours à prouver à tout le monde que j'étais capable de faire les choses, alors que je ne m'en sentais incapable. Pourtant, je parvenais à faire très bien le travail, et sans doute mieux que ce que les gens attendaient de moi. Je n'ai appris que bien plus tard que ce comportement portait un nom, le syndrome de l'imposteur. Il ne faut absolument pas se laisser enfermer par ce syndrome. Soyez confiant dans vos propres qualités. Chacun d'entre vous peut accomplir de très grandes choses. Je suppose que vous connaissez toutes et tous mon histoire et cette merveilleuse aventure des pulsars. Une découverte fortuite comme celle-là peut arriver à n'importe qui, et à n'importe quel moment. Je vous rappelle qu'à cette époque, je cherchais à détecter des quasars pour mesurer leur étendue angulaire. C'était ça mon travail. Et puis, notre superbe radiotélescope a finalement servi à toute autre chose. Restez curieux du moindre petit signal qui vous semble anormal. Rien ne dit que ce n'est pas un nouveau type d'objet encore inconnu. Je vais vous raconter une anecdote que je n'ai jamais racontée en public. Durant la première année de ma thèse, en 1965, j'ai rencontré un autre étudiant en thèse, un physicien théoricien, qui est devenu très célèbre quelques années plus tard. Ce physicien théoricien, c'était Stephen Hawking. J'aimerais rendre hommage à ce grand chercheur qui nous a quittés il y a déjà 2 ans et qui a inspiré nombre de jeunes gens handicapés. J'ai connu Stephen et Jane Hawking peu de temps avant leur mariage. Au cours d'une discussion, un soir, on parlait de radioastronomie et de quasars, et Stephen a eu comme une vision. Il a pressenti que j'allais découvrir quelque chose de très différent de ce que je cherchais. Il m'a dit que je pouvais détecter des signaux artificiels provenant, pourquoi pas, d'une civilisation extraterrestre. Bien sûr, c'était sur le ton de la blague, comme toujours avec Stephen. Mais dans le fond, on sentait comme une certaine jalousie de la part d'un théoricien qui ne pourrait jamais avoir ce bonheur de la découverte fortuite. Et vous savez peut-être que lorsque nous avons découvert la première source radio pulsée en 1967,
ayant cette superbe régularité avec cette période de 1,337 secondes, nous ne savions pas du tout à quoi cela pouvait correspondre. Nous pensions à une source artificielle, et c'est en me souvenant de ce que m'avait dit Stephen que j'ai proposé de nommer la source LGM1 pour Little Green Man. C'était exactement l'expression de Stephen. Il parlait de petits hommes verts qui pouvaient envoyer des signaux radio. C'était le petit nom que j'ai donné temporairement à ce signal qui se répétait périodiquement avant qu'on l'appelle plus logiquement CP1919, puisque la source était observée à 19h19 d'ascension droite et à 22 degrés de déclinaison. D'ailleurs, si certains d'entre vous veulent y jeter un œil, votre radiotélescope est bien placé, je crois. Je précise que nous avions utilisé les lettres CP pour dénommer nos sources par pur chauvinisme. Cela veut dire Cambridge Pulsar, tout comme les catalogues de quasars 2C, 3C, 4C. Cambridge est toujours là. On sentait une certaine nostalgie dans sa voix lorsqu'elle évoquait Cambridge. Elle n'avait jamais eu l'occasion d'y retourner en tant que professeur, contrairement à Stephen Hawking, qui y était resté jusqu'à la fin de ses jours. Jocelyn Bell Burnell occupait encore aujourd'hui une fonction officielle importante en tant que présidente de l'université écossaise de Dundee. Après son travail de thèse, et avant même sa soutenance en février 1969, elle avait quitté Cambridge pour l'université de Southampton, où elle avait troqué la radioastronomie pour l'astrophysique gamma naissante. Elle y était restée pendant 5 ans, avant de rejoindre l'University College à Londres durant 8 ans, puis l'Écosse l'avait rappelée à elle. Elle avait rejoint l'Observatoire royal d'Édimbourg pour 9 ans. Parallèlement à ces différents postes, Jocelyn Bell avait aussi été chargée de cours pour l'Open University. On comprenait aisément l'aisance qu'elle avait pour parler devant un public captif et captivé. Alex était assis au premier rang avec Sophia et les autres. Il ne perdait pas une miette de ce que racontait l'inventrice du mot pulsar. Il y a une autre chose que j'ai apprise de Stephen Hawking, continua-t-elle. C'est qu'un simple petit calcul fait sur un coin de table peut donner des idées fécondes. Par exemple, il avait compris dès 1964 que les quasars étaient alimentés par des trous noirs supermassifs, ce qui est maintenant évident pour tout le monde. Il ne lui avait suffi que d'un petit calcul connaissant la distance du premier quasar dont on connaissait le redshift, le fameux 3C273, pour en déduire que le trou noir qui l'alimente faisait 800 millions de masses solaires. De là, il avait réfléchi à l'apparition de singularités locales de l'espace-temps dans l'univers. Rendez-vous compte, il avait calculé 800 millions de masses solaires, et nous savons aujourd'hui que ce trou noir fait 886 millions de masses solaires. Il ne s'était trompé que de 10%. Le petit homme vert, c'était peut-être lui finalement. Il y a des choses troublantes chez Stephen Hawking. Comme vous le savez, il se savait condamné depuis que les médecins lui avaient annoncé qu'il n'avait plus que quelques années à vivre en 1963. Il nous a quittés à l'âge de 76 ans. Il n'avait qu'un an de plus que moi. Et il a vécu avec cette épée de Damoclès au-dessus de lui durant plus de 50 ans. Qui peut endurer une telle situation si ce n'est un être exceptionnel ? Et ce qui est très troublant, je dois dire, c'est qu'il nous ait quittés le 14 mars 2018. Or, savez-vous de quelle date anniversaire il s'agit le 14 mars ? Jocelyn Bell Burnell laissa un petit silence de quelques secondes. Eh bien, c'est le jour de la naissance de Albert Einstein. Oui, Einstein est né le 14 mars 1879, 139 ans plus tôt. Cela pourrait être une curiosité statistique, mais là où ça devient très étonnant, c'est que Stephen est né exactement 300 ans jour pour jour après la mort de Galilée le 8 janvier 1942. Quelle est la probabilité pour qu'un physicien qui a voué sa vie à la gravitation soit né
est mort le même jour que la mort et la naissance de deux illustres physiciens qui ont eux aussi dédié leur vie à la compréhension de la gravitation. Et il y a même encore mieux. La première épouse de Stephen, Jane, qui m'avait présenté à lui, elle est née le même jour que la mort d'un autre très grand nom de la gravitation, Isaac Newton, un 20 mars. Croyez-moi ou non, mais c'est l'exacte réalité. Quelle est la probabilité pour qu'un tel couple se rencontre, à votre avis? C'est vraiment très étonnant et très improbable. D'ailleurs, il y a une autre coïncidence troublante. Galilée, Einstein et Stephen sont tous les trois partis au même âge, 76 ans. Stephen Hawking nous manque, même si j'avoue qu'il avait certaines prises de position qui pouvaient être discutables dans ces dernières années. C'était un esprit brillant. Nul doute qu'il soit aujourd'hui en paix, en train de discuter à bâton rompu avec Newton, Galilée et Einstein, là-haut. Pour revenir sur la recherche en radioastronomie, j'aimerais, pour finir mon allocution, vous mettre en garde sur plusieurs points. Lorsque j'ai découvert le signal LGM1, j'ai tout de suite pensé qu'il s'agissait d'interférences d'origine artificielle, comme je vous l'ai dit. Car dans les signaux que nous enregistrions à 81,5 MHz, il pouvait exister plusieurs types d'interférences électromagnétiques provenant d'activités humaines dans le domaine radio. J'en voyais assez souvent, mais elles étaient facilement repérables du fait qu'elles ne bougeaient pas dans le ciel comme les sources astrophysiques. Et si je devais réutiliser le même radiotélescope aujourd'hui, je peux vous affirmer que je ne découvrirai jamais le moindre pulsar. La situation actuelle de notre environnement électromagnétique est déplorable et empire chaque jour un peu plus. Il faut que vous ayez conscience du fait que la pollution de notre Terre est multiforme et va bien au-delà de la pollution chimique des eaux et de l'atmosphère. Il s'agit aussi d'une pollution électromagnétique dans toutes les longueurs d'onde. La plus visible est bien sûr la pollution lumineuse qui empêche dorénavant de voir la Voie lactée à l'œil nu dans la plus grande partie du monde. Et cette pollution touche maintenant nos grands observatoires, à cause des constellations de satellites qui sont en train de recouvrir tout le ciel en ce moment même. Des dizaines de milliers de satellites vont être lancés dans les années qui viennent. Des dizaines de milliers! Rendez-vous compte! C'est une catastrophe sans nom. Tout ça pour fournir une connexion Internet dans des avions et des voitures. C'est juste ridicule quand on y pense. Ridicule. Rendez-vous compte. J'ai découvert l'astronomie lorsque j'avais 11 ans, en 1956. Il n'y avait alors encore aucun satellite artificiel. Pas un seul. Le premier fut lancé l'année suivante. Il y en a aujourd'hui des milliers et leur nombre est exponentiel. C'est une folie. Et je vous dis ça alors que j'ai fait une grande partie de mon travail dans les années 70 avec un superbe satellite qui s'appelait Ariel pour faire de l'astronomie X. Quelques satellites pour faire de la belle science, c'est tout à fait justifié. Mais des dizaines de milliers pour transmettre des vidéos de chats à haute résolution et à haut débit d'un continent à un autre, est-ce que c'est vraiment justifié ? Et concernant la pollution électromagnétique moins visible, celle qui occupe le domaine des micro-ondes aux ondes centimétriques, que veux dire ? Pourra-t-on encore faire de la radioastronomie dans les années qui viennent ? Je crains que non, hélas. Les différentes générations de terminaux mobiles couvrent des plages de fréquences toujours plus hautes et plus larges. La 5e génération, qui est en train d'être déployée, va exploiter ici au Canada plusieurs larges bandes de fréquences en dessous de gigahertz et aussi largement au-dessus. Et c'est pareil dans la plupart des pays, avec des bandes un peu différentes d'un pays à l'autre. Vous devez certainement déjà subir ces interférences. Et si vous voulez fabriquer un radiotélescope qui observe entre 10 GHz et 50 GHz, vous pouvez tout de suite faire une croix dessus.
C'est sur ces bandes de fréquences que les satellites des grandes constellations comme celle de Skylink, mais ce n'est pas la seule malheureusement, vont transmettre leurs données. Et comme ils ont pour objectif de couvrir toute la surface de la planète, vous n'aurez aucune zone de répit pour construire votre radiotélescope, excepté peut-être l'Antarctique profond. Mais ce n'est même pas sûr. Vous devez vous battre pour éviter ça. Nous devons pouvoir continuer à faire de la science sur notre planète sans être obligés d'aller en orbite, uniquement parce que certaines compagnies ont décidé de coloniser l'orbite basse sans demander l'avis de quiconque. Elle a raison, dit Alex à Sophia. Ouais. T'es prête? Ça va bientôt être à toi. Ouais. T'es sûr ça va aller? Ouais. Super. Lenny, qui avait quitté sa casquette pour une fois, mais qui n'avait pas renoncé à son t-shirt Sonic Youth, se tourna vers Alex. Tu savais, toi, qu'elle avait connu Hawking à l'époque? On dirait qu'elle l'a vraiment bien connu. Non, je savais pas. Je savais juste qu'il était aussi à Cambridge. Étonnant ce truc. Ouais. Jocelyn Bell Burnell arrivait à sa conclusion. Pour finir sur une note moins morose, je veux vous redire que le futur n'existe pas. Il n'est pas écrit. Le futur dépend simplement de ce que vous êtes en train de faire aujourd'hui, en ce moment même. Si vous voulez continuer à pouvoir étudier l'univers, faites en sorte de pouvoir le faire. Et vous savez certainement ce que vous devez faire. Ne laissez pas une poignée de milliardaires saccager vos rêves d'enfant. Battez-vous. Soyez fort comme Stephen Hawking a pu l'être à sa façon. Une salve d'applaudissements retentit dans l'amphithéâtre où on avait plus l'habitude des soutenances de thèses feutrées que des meetings enflammés. Irina Klowarski revint derrière le pupitre qu'elle avait laissé à la professeure émérite, désormais docteur honoris causa de l'université McGill depuis la cérémonie qui avait eu lieu le matin même. Elle dit quelques mots de remerciement à la célèbre astronome, puis introduisit la présentation que devait faire Sophia sur les résultats récents de la collaboration SHIME. La doctorante, qui arborait une longue natte et qui avait fait l'effort de mettre une longue robe bleue électrique qui contrastait avec les couleurs rougeoyantes de l'amphi, s'approcha du pupitre et des micros et lança « Bonjour à toutes et à tous. Irina Klowarski m'a demandé de vous faire une présentation de nos résultats récents. C'est le travail de toute une équipe et je tiens à remercier particulièrement Alex Petrosian, qui est actuellement en 2e année de thèse comme moi et qui m'a aidé dans cette présentation. » En voyant le sourire de Jocelyn Bell, Irina Klowarski comprit l'erreur qu'elle avait faite en demandant initialement à Alex de faire cette présentation. Elle en voulait à Paul de lui avoir proposé Alex pour faire ça, et elle s'en voulait de ne pas avoir saisi ce qui ferait le plus plaisir à Jocelyn Bell. Elle n'était vraiment pas douée pour comprendre ce que pensent les autres. La première planche de la présentation apparut sur l'écran derrière la jeune chercheuse. La présentation serait divisée en 3 parties qui correspondaient aux 3 grandes activités du radiotélescope canadien SHIME: la détection des pulsars, la détection des FRB et la cartographie de l'hydrogène extragalactique. La situation était cocasse car dans l'assistance, tous les chercheurs de la collaboration qui étaient présents, et ils étaient tous présents, sans exception, savaient qu'ils avaient fait une découverte unique et extraordinaire et qui allait être publiée dans un peu plus d'1 mois. Mais c'était la seule chose dont ils ne pouvaient pas parler, même devant la découvreuse des pulsars. Ils pouvaient parler de tous leurs résultats, excepté du plus important d'entre eux. Sophia parlait d'une manière fluide malgré les pulsations de son cœur qui étaient très anormales, et de sa bouche qui s'était brutalement asséchée. Elle avait déjà eu l'occasion d'effectuer des présentations devant un public, mais c'était dans le cadre de conférences où l'audience était constituée de jeunes comme elle, la plupart du temps, qui connaissaient le stress des premières fois, et puis dans ces occasions, elle parlait de son sujet à elle, qu'elle maîtrisait à la perfection. Là, l'exercice était quand même assez différent. Elle devait parler des résultats de ses collègues et assez peu des siens.
même si elle avait tenu à les glisser ainsi que ceux d'Alex. Elle s'en débrouilla très bien. Ils avaient suffisamment répété pour que la performance orale soit parfaite et ajustée à la durée qui avait été allouée par Irina. Arrivée dans les travaux relatifs à la détection massive de Fast Radio Bursts, Sophia se faisait la porte-parole d'Alex. Elle suivait le texte qu'il avait écrit et qu'elle avait à peine amendé. Pour parler de FRB 200428 sans vraiment en parler, la jeune chercheuse prononça ces mots devant une planche sur laquelle on voyait un tableau qui listait les caractéristiques de sursauts radio qualifiés de remarquables. Certains FRB ont des propriétés remarquables, qu'ils soient répétitifs ou non. Il y a par exemple FRB 200428, qui est peut-être notre LGM à nous. Elle dit cela en regardant dans la direction de Jocelyn Bell et en souriant. Jocelyn lui rendit ce sourire. Je dis cela parce que je ne peux hélas pas en dire plus. Je peux juste peut-être vous dire qu'un papier entier lui est consacré et qu'il va paraître dans un mois dans Nature. Nous avons un embargo et ne pouvons en dire plus. J'aurais vraiment aimé vous annoncer de quoi il s'agit, mais ce n'est pas possible. Vous devrez donc attendre encore un peu. Au moment où elle prononçait cette phrase, Sophia se dit à elle-même « Mais qu'est-ce qui m'empêche d'aller la voir tout à l'heure et de le lui dire en lui demandant de respecter l'embargo ?» Et l'instant d'après « Merde, elle fait peut-être partie du comité de rédaction de Nature. Je peux pas. » Elle poursuivit. Et il y a FRB 1912-21. Alors celui-là, c'est un FRB dont je peux vous parler. Il est très étonnant puisqu'il a produit 9 sursauts en l'espace de seulement 3 secondes avec une vraie périodicité de 217 millisecondes entre chaque sursaut durant ce train d'impulsion. Un peu comme un pulsar en fait, mais il ne s'agissait que d'une série de sursauts et puis la source ne s'est plus répétée ensuite. Alex lui avait dit que FRB 1912-21 était le deuxième spécimen le plus intrigant après FRB 2004-28. Il était ce qu'ils appelaient un outlier, un cas à part dans la famille des FRB répétitifs. Le seul, à ce jour, qui montrait clairement des sursauts répétés, mais avec une période bien précise. Sophia s'attarda un peu sur ce spécimen pour faire un peu oublier son LGM. Elle expliqua à l'auditoire que grâce à sa caractéristique de répétition périodique, il pouvait en déduire que ce type de FRB provenait avec une très grande probabilité de la magnétosphère d'une étoile à neutrons, c'est-à-dire de là où le champ magnétique a une très forte influence. Elle ne pouvait pas préciser ouvertement que l'hypothèse la plus sérieuse était qu'il s'agissait d'un magnétar, voire de 2 magnétars en interaction, mais ça lui brûlait la langue. La direction du département de physique de McGill avait organisé un petit pot pour clore l'après-midi, avec coupe de champagne et petits gâteaux. Tout le monde n'avait pas été invité. Les heureux élus étaient bien sûr les chefs de groupe, comme Irina, les différents PI, Principal Investigators, comme Paul, et puis celle qui avait présenté brillamment les travaux. Sophia faisait partie de l'élite du jour. Quelques groupes s'étaient formés avec un groupe un peu plus important autour de la femme la plus âgée qui ne faisait pas ses 77 printemps. Sophia était restée un peu à l'écart et avait pris une coupe de champagne accompagnée d'une sorte de petit cake à la prune. Paul s'approcha d'elle. C'était très bien ta présentation. Merci. Bon, je maîtrise pas tout sur les FRB, hein. Alex m'a bien aidé. Tu te débrouilles très bien. J'ai bien aimé l'allusion à LGM. Tu as vu, c'est marrant, hein. Elle en parle encore 55 ans après. C'est dingue. Tu savais que c'était Hawking qui lui avait inspiré ça dit Sophia. Pas du tout. Je savais même pas qu'ils s'étaient connus, répondit Paul, qui lorgnait vers une tartelette à la fraise qui semblait dégoulinée sur la nappe. J'ai l'impression que personne savait. Et je crois que lui non plus, il n'avait jamais parlé de Jocelyn Bell. Non, pas à ma connaissance. On a l'impression qu'elle lui doit beaucoup. Ouais, on dirait, répondit Sophia. L'instant d'après,
Sophia crut s'évanouir comme si Jay Maskis venait lui offrir sa guitare en personne. Madame Bell-Burnell s'approchait d'elle avec une coupe aux trois quarts pleine en la fixant dans les yeux et en souriant. Félicitations pour votre belle présentation. Vous m'avez appris plein de choses. Mer- Merci, madame. Vous êtes combien de jeunes chercheuses dans votre laboratoire? Nous sommes 9 doctorantes en tout et il y a 4 femmes sur 9. Nous sommes presque majoritaires, souria Sophia. C'est très bien, plus qu'une et ça sera parfait. Dites-moi, vous avez piqué ma curiosité avec votre FRB 200428 tout à l'heure, votre LGM. Qu'est-ce qu'il a de si particulier? Vous pouvez me le dire. Je vous promets que je ne le répéterai à personne d'ici à la fin de l'embargo, dit Jocelyn Bell en se penchant vers l'oreille de Sophia. Sophia regarda Paul d'un air interrogateur. Paul inclina légèrement la tête en signe d'approbation. Comment pouvait-on refuser une telle demande de la part de Madame Bell-Burnell? Sophia baissa légèrement la voix et se pencha vers son interlocutrice comme si elle lui révélait un secret, alors que toute l'assistance était au courant, à quelques exceptions près. Alors, eh bien, vous savez que nous avons quelques pistes théoriques pour expliquer l'origine des sursauts rapides. Parmi ces pistes, il y a des étoiles à neutrons très fortement magnétisées, les magnétars. Oui, eh bien, FRB 200428 nous apporte la preuve observationnelle que c'est bien un magnétar qui en est à l'origine. Et comment vous pouvez en être sûr? Demanda Jocelyn Bell. Nous avons détecté ce FRB qui est en fait un double pulse radio en coïncidence spatiale et temporelle avec une éruption X d'un magnétar qui est SGR 1934 plus 2154. C'est un magnétar de notre galaxie. La probabilité est très proche de 100%. C'est non seulement une superbe preuve du lien entre FRB et magnétar, mais c'est aussi le premier FRB détecté en provenance de la Voie lactée. C'est magnifique, magnifique, répondit Jocelyn Bell. Vous savez si vous êtes les seuls à l'avoir observé? En fait, Nature va publier un numéro avec un dossier spécial dedans. On ne sait pas encore si on fera la couverture, mais on sait qu'il y aura 3 articles consacrés à cet événement. Les 2 autres venant d'une collaboration états-unienne et d'une collaboration chinoise. Et il y aura aussi un article de synthèse qui devrait revenir plus en détail sur les différents modèles qui impliquent les magnétars. C'est une véritable grosse découverte, renchérit Paul. Effectivement, bravo à vous. Vous avez un très beau radiotélescope, très performant à ce que je vois, dit Jocelyn Bell. Oui, on l'a mis en fonction à la fin de 2017 et depuis février 2018, nous détectons plusieurs sursauts par jour en moyenne. Plusieurs par jour? S'étonna Jocelyn Bell. Oui, en moyenne, répondit Paul. Mais nous n'en avons vu qu'un seul qui était en coïncidence avec une éruption X. Nous sommes en train de construire un catalogue de FRB. Et nous en avons déjà plusieurs centaines. Et nous allons maintenant pouvoir faire des statistiques dessus. Et vous travaillez aussi sur les FRB, mademoiselle? Demanda Jocelyne en se tournant vers Sophia. Ah non, moi, je fais partie du groupe de cosmologie. Je participe à la détection de l'hydrogène dans les galaxies très lointaines. C'est passionnant, dites-moi. Oui, je suis en ce moment en train d'analyser des quantités de données importantes qui vont nous permettre de déterminer le contenu en hydrogène en fonction du redshift. Sophia était lancée sur son sujet de thèse. On ne pouvait plus l'arrêter. Et elle était en train d'expliquer à la femme qui lui avait donné envie de faire ce métier étant plus jeune. Elle était sur un nuage de très haute altitude. Grâce à la mesure de l'abondance en hydrogène contenue dans les galaxies distantes fortement affectées par l'énergie sombre, on cherche à cartographier l'histoire du taux d'expansion de l'univers. CHIME peut mesurer les vestiges des oscillations acoustiques de baryons, les BAO, que vous connaissez certainement. Ces coquilles sphériques de surdensité de matière dans lesquelles les galaxies et le gaz sont plus susceptibles de se trouver aujourd'hui.
Comme le rayon de ces coquilles a été établi par les conditions qui existaient dans l'univers primordial au moment de l'émission du fond diffus cosmologique, et qu'elles sont toujours détectables dans la distribution à grande échelle de l'hydrogène, et que leur échelle de distance caractéristique a évolué sous l'effet de l'expansion de l'univers depuis cette époque, ça nous fournit donc un étalon de distance qui peut servir à mesurer le taux d'expansion à toutes les époques, et donc aussi son accélération. Et vous détectez l'arrêt à 21 centimètres alors demanda Jocelyn Bell. Oui, tout à fait. On cartographie la distribution de matière à une résolution nettement moins fine que celle des galaxies individuelles, bien sûr, mais assez grande pour mesurer l'échelle des BAO. Cette technique est beaucoup plus rapide que de compter chaque galaxie une par une, en fait. Superbe, répondit Jocelyn Bell. Je reviens un instant sur les FRB, sur celui qui a des pulsations périodiques, fit-elle en se tournant vers Paul. Est-ce que vous avez considéré la possibilité qu'il puisse s'agir d'un pulsar classique, mais qui aurait pu subir un effet de lentille gravitationnelle? Ou même un pulsar qui subirait une forte précession et dont le faisceau ne serait passé que 9 secondes dans la ligne de visée, puis aurait continué sa course dans d'autres directions ensuite? En fait, nous y avons pensé, mais le scénario de la micro-lentille est très peu probable, répondit Paul, et il existe une différence notable dans la forme des pulses. Les sursauts de ce FRB sont 4 fois plus longs que les pulses les plus longs qui ont été mesurés sur un pulsar classique. En fait, on penche plus pour des oscillations de la croûte du magnétar qui seraient directement reliées au mode d'oscillation à la surface du magnétar pendant le sursaut. Une périodicité de 216,8 millisecondes correspond à une fréquence d'oscillation de surface de 4,6 Hz, ce qui est a priori dans la gamme qui a été observée précédemment dans les magnétars galactiques, ajouta Paul sur un ton calme. Puis il ajouta: mais ça reste unique et très curieux. On n'est sûr de rien. Ça pourrait aussi être des sursauts périodiques qui seraient générés par l'interaction magnétosphérique entre deux étoiles à neutrons proches de la fusion. Qui sait? C'est possible aussi. Il faudrait juste qu'il recommence à nous montrer des pulses, alors, répondit Jocelyne en souriant. Ne vous inquiétez pas, on surveille sa position tous les jours. Mais pour l'instant, on ne voit rien du tout.